L'analyse des racines a rendu possible une nouvelle définition des systèmes de parenté entre les langues. Et c'est là le quatrième grand segment théorique qui caractérise l'apparition de la philologie. Cette définition suppose d'abord que les langues se groupant ensemble discontinuent les unes par rapport aux autres. La grammaire générale excluait la comparaison dans la mesure où elle admettait en toutes les langues, qu'elles soient deux ordres de continuité. Deux ordres de continuité. L'une verticale leur permettait de disposer tout de l'autre des racines les plus primitives qui, moyennant quelques transformations, rattachaient chaque langage aux articulations initiales. L'autre, horizontale, faisait communiquer les langues dans l'universalité de la représentation, tout ayant à analyser, à décomposer et à recomposer des représentations qui, dans des limites assez vastes, étant les mêmes pour le genre humain en son entière, de sorte qu'il n'était pas possible de comparer les langues sauf d'une manière indirecte, et qu'on par un cheminement triangulaire, on pouvait analyser la manière dont telle et telle langue avait traité et modifié l'équipement commun des racines primitives. On pouvait aussi comparer la manière dont deux langues découpant et reliant les mêmes représentations. Or, ce qui est devenu possible à partir de Grimm et de Bopp, c'est la comparaison directe et latérale de deux ou de plusieurs langues, comparaison directe, puisqu'il n'est plus nécessaire de passer par les représentations pures ou la racine absolument primitive. Il suffit d'étudier les modifications du radical, le système de flexion, la série des désinences. Mais comparaison latérale qui ne remonte pas aux éléments communs à toutes les langues ni au fond représentatif dans laquelle elles puissent. Il n'est donc pas possible de rapporter une langue à la forme ou au principe qui rendant toutes les autres possibles. Il faut les grouper d'après leur proximité formelle.
La ressemblance se trouve non seulement dans le grand nombre des racines communes, mais encore elle s'étend jusqu'à la structure intérieure des langues et jusqu'à la grammaire. Or, ces structures grammaticales qu'il est possible de comparer directement entre elles, offrant deux caractères particuliers d'abord, celui de n'exister qu'un système avec des radicaux monosyllabiques. Un certain nombre de flexions sont possibles. Le poids des désinences peut avoir des effets dont le nombre et la nature sont déterminables. Les modes d'affixation répondant à quelques modèles parfaitement fixes, tandis que dans les langues à radicaux polysyllabiques, toutes les modifications et compositions obéiront à d'autres lois. Entre deux systèmes comme ceux-là, l'un étant caractéristique des langues indo-européennes, l'autre des langues sémitiques. On ne trouve pas de type intermédiaire ni de forme de transition d'une famille à l'autre. Il y a discontinuité, mais d'autre part, les systèmes grammaticaux, puisqu'ils prescrivent un certain nombre de lois d'évolution et de mutation permettant de fixer jusqu'à un certain point l'indice de vieillissement d'un langage. Pour que telle forme apparaisse à partir d'un certain radical, il a fallu telle et telle transformation. À l'âge classique, lorsque deux langues se ressemblaient, il fallait ou bien les rattacher toutes deux à la langue absolument primitive, ou bien admettre que l'un venait de l'autre, mais le critère était externe. La langue la plus dérivée était tout simplement celle qui était apparue dans l'histoire à la date la plus récente. Ou bien encore admettre des échanges dus à des événements extra-linguistiques, invasion, commerce, migration. Maintenant, lorsque deux langues présentant des systèmes analogues, on doit pouvoir décider soit que l'une est dérivée de l'autre, soit encore qu'elles sont toutes deux issues d'une troisième, à partir de laquelle elles ont chacune développé des systèmes différents pour une part, mais pour une part aussi analogue. C'est ainsi
qu'à propos du sanskrit et du grec, on a successivement abandonné l'hypothèse de Cordoue qui croyait à des traces de la langue primitive et celle d'Anquetil qui supposait un mélange à l'époque du royaume de Bactriane. Et Bappe a pu aussi réfuter Schlegel pour qui la langue indienne était la plus ancienne et les autres, latine, grec, langue germanique et persane, étant plus modernes et dérivées de la première. Il a montré contre le sanskrit, le latin et le grec, les langues germaniques. Il y avait un rapport de fraternité. Le sanskrit n'était pas la langue mère des autres, mais plutôt leur sœur aînée, la plus proche d'une langue qui aurait été à l'origine de toute cette famille. On voit que l'historicité s'est introduite dans le domaine des langues, comme dans celui des êtres vivants, pour qu'une évolution qui ne soit pas seulement parcours des continuités ontologiques puisse être pensée. Il a fallu que la plane ininterrompue et lisse de l'histoire naturelle soit brisée, que la discontinuité des embranchements fasse apparaître les plans d'organisation dont leur diversité sont l'intermédiaire, que les organismes s'ordonnant aux dispositions fonctionnelles qu'ils doivent assurer et que se nouant ainsi les rapports du vivant avec ce qui lui permet d'exister. De la même façon, il a fallu pour que l'histoire des langues puisse être pensée qu'on les détache de cette grande continuité chronologique qui les reliait sans rupture jusqu'à l'origine. Il a fallu aussi les libérer de la nappe commune des représentations où elles étaient prises. À la faveur de cette double rupture, l'hétérogénéité des systèmes grammaticaux est apparue avec ses découpes propres. Les lois qui en chacune prescrivant le changement et les chemins qui fixant les possibilités de l'évolution une fois suspendue l'histoire des espèces, comme suite chronologique de toutes les formes possibles. Alors, et seulement alors, le vivant a pu recevoir une historicité. De la même façon, si on n'avait pas suspendu dans l'ordre du langage l'analyse de ces dérivations indéfinies et de ces mélanges sans limite que la grammaire générale se posait toujours,
le langage n'aurait jamais été affecté d'une historicité interne. Il a fallu traiter le sanskrit, le grec, le latin, l'allemand dans une simultanéité systématique. On a dû, en rupture de toute chronologie, les installer dans un temps fraternel pour que leur structure devienne transparente et qu'une histoire des langues s'y laisse lire, ici comme ici comme ailleurs. Les mises en série chronologiques ont dû être effacées. Leurs éléments redistribués et une histoire nouvelle s'est alors constituée qui n'énonce pas seulement le mode de succession des êtres et leur enchaînement dans le temps, mais les modalités de leur formation, l'empiricité. Il s'agit aussi bien des individus naturels que des mots par quoi on peut le nommer, et désormais traversé par l'histoire et dans toutes les passeurs de son être, l'ordre du temps commence. Il y a cependant une différence majeure entre les langues et les êtres vivants. Ceux-ci n'ont d'histoire véritable que par un certain rapport entre leur fonction et leurs conditions d'existence. Il est vrai que c'est leur composition interne d'individus organisés qui rendent possible leur historicité. Celle-ci ne devient histoire réelle que par ce monde extérieur dans lequel ils vivent. Il a donc fallu, pour que cette histoire apparaisse en pleine lumière et soit décrite en un discours, l'anatomie comparée de Cuvier, s'ajoute l'analyse de milieu des conditions qui agissent sur le vivant. L'anatomie du langage, pour reprendre l'expression de Grimm, fonctionne en revanche dans l'élément de l'histoire, car c'est une anatomie des changements possibles qui énonce non pas la coexistence réelle des organes ou leur exclusion mutuelle, mais le sens dans lequel les mutations pourront ou ne pourront pas se faire. La nouvelle grammaire est immédiatement diachronique. Comment en aurait-il été autrement, puisque sa positivité ne pouvait être instaurée que par une rupture entre le langage et la représentation? L'organisation intérieure des langues, ce qu'elles autorisent et ce qu'elles excluent pour pouvoir fonctionner, ne pouvait
plus être récessif que dans la forme des mots. Mais en elle-même, cette forme ne peut énoncer sa propre loi que si on la rapporte à ses états intérieurs, aux changements dont elle est susceptible, aux modifications qui ne se produisent jamais. En coupant le langage de ce qu'il représente, on le faisait apparaître pour la première fois dans sa légalité propre, et du même coup, on se vouait à ne pouvoir le ressaisir que dans l'histoire. On sait bien que Saussure n'a pu échapper à cette vocation diachronique de la philologie. Qu'en restaurant le rapport du langage à la représentation, quitte à reconstituer une sémiologie qui, à la manière de la grammaire générale, définit le signe par la liaison entre deux idées. Le même événement archéologique s'est donc manifesté de façon partiellement différente pour l'histoire naturelle et pour le langage. En détachant les caractères de vivant ou les règles de la grammaire des lois d'une représentation qui s'analyse, on a rendu possible l'historicité de la vie et du langage, mais cette historicité, dans l'ordre de la biologie, et au besoin d'une histoire supplémentaire qui devait énoncer les rapports de l'individu et de milieu. En un sens, l'histoire de la vie est extérieure à l'historicité du vivant. C'est pourquoi l'évolutionnisme constitue une théorie biologique dont la condition de possibilité fut une biologie sans évolution, celle de Cuvier. Au contraire, l'historicité du langage découvre aussitôt et sans intermédiaire son histoire. Ils communiquent l'une avec l'autre de l'intérieur, alors que la biologie du XIXe siècle s'avancera de plus en plus vers l'extérieur du vivant, vers son autre côté, rendant toujours plus perméable cette surface du corps à laquelle le regard du naturaliste s'arrêtait autrefois. La philologie dénouera les rapports que le grammairien avait établis entre le langage et l'histoire externe pour définir une histoire intérieure. Et celle-ci, une fois assurée dans son objectivité, pourra servir de fil directeur pour reconstituer, au profit de l'histoire proprement dite, des événements tombés hors de toute mémoire.
Part 5, le langage devenu objet. On peut remarquer que les 4 segments théoriques qui viennent d'être analysés, parce qu'ils constituent sans doute le sol archéologique de la philologie, correspondant terme à terme et s'opposant à ce qui permettait de définir la grammaire générale. En remontant du dernier au premier de ces 4 segments, on voit que la théorie de la parenté entre les langues, discontinuité entre les grandes familles et analogie interne dans le régime des changements, fait face à la théorie de la dérivation qui supposait d'incessants facteurs du sur et du mélange, agissant de la même façon sur toutes les langues qu'elles soient, à partir d'un principe externe et avec des effets illimités. À partir d'un principe externe et avec des effets illimités. La théorie du radical s'oppose à celle de la désignation, car le radical est une individualité linguistique isolable, intérieure à un groupe de langues et qui sert avant tout de noyau aux formes verbales, alors que la racine, enjambant le langage du côté de la nature et du cri, s'épuisait jusqu'à n'être plus qu'une sonorité indéfiniment transformable qui avait pour fonction une première écoute nominale des choses, l'étude des variations intérieures de la langue s'oppose également à la théorie de l'articulation représentative. Celle-ci définissait les mots et les individualisait les unes en face des autres en les rapportant au contenu qu'ils pouvaient signifier. L'articulation du langage était l'analyse visible de la représentation. Maintenant, les mots se caractérisant d'abord par leur morphologie et l'ensemble des mutations que chacune de leurs sonorités peut éventuellement subir, enfin et surtout l'analyse intérieure de la langue fait face au primat que la pensée classique accordait au verbe être. Celui-ci régnait aux limites du langage, à la fois parce qu'il était le lien premier des mots et parce qu'il détenait le pouvoir fondamental de l'affirmation. Il marquait le sol du langage, indiquait sa spécificité et le rattachait d'une façon qui ne pouvait être effacée. Autre forme de la pensée,
l'analyse indépendante des structures grammaticales telle qu'on la pratique à partir du XIXe siècle. Isole au contraire le langage, le traite comme une organisation autonome, rompt ses liens avec les jugements, l'attribution et l'affirmation. Le passage ontologique que le verbe être, assuré entre parole et pensée, se trouve rompu. Le langage de que accueillir un être propre et c'est cet être qui détient les lois qui les régissent l'ordre classique du langage, s'est maintenant refermé sur lui-même. Il a perdu sa transparence et sa fonction majeure dans le domaine du savoir. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il était le déroulement immédiat et spontané des représentations. C'était en lui d'abord qu'elles recevaient leurs premiers signes, qu'elles découpaient et regroupaient leurs traits communs, qu'elles instauraient des rapports d'identité ou d'attribution. Le langage était une connaissance et la connaissance était de plein droit un discours. Par rapport à toute connaissance, il se trouvait dans une situation fondamentale. On ne pouvait connaître les choses du monde qu'en passant par lui. Non parce qu'il faisait partie du monde dans un enchevêtrement ontologique, comme à la Renaissance, mais parce qu'il était la première ébauche d'un ordre dans les représentations du monde, parce qu'il était la manière initiale, inévitable, de représenter les représentations. C'est en lui que toute généralité se formait. La connaissance classique était profondément nominaliste. À partir du XIXe siècle, le langage se replie sur soi, accueillir son épaisseur propre, déployer une histoire, des lois et une objectivité qui n'appartiennent qu'à lui. Il est devenu un objet de la connaissance parmi tant d'autres. À côté des êtres vivants, à côté des richesses et de la valeur, à côté de l'histoire des événements et des hommes. Il relève peut-être du concept propre, mais les analyses qui portent sur lui sont enracinées au même niveau que toutes celles qui concernent les connaissances empiriques. Ce surhaussement qui permettait à la grammaire générale d'être en même temps logique et de s'entrecroiser avec elle est désormais rabattu. Connaître le langage n'est plus s'approcher au plus près de la connaissance elle-même. C'est appliquer seulement les méthodes du savoir en général, un domaine singulier de l'objectivité. Ce
nivellement du langage qui le ramène au pur statut d'objet se trouve cependant compensé de trois manières. D'abord, par le fait qu'il est une médiation nécessaire. D'abord, par le fait qu'il est une médiation nécessaire pour toute connaissance scientifique qui veut se manifester comme discours. Il a beau être lui-même disposé, déployé et analysé sous le regard d'une science. Il ressurgit toujours du côté du sujet qu'il connaît, dès qu'il s'agit pour lui d'énoncer ce qu'il sait. De là, de ceux-ci qui ont été constantes au XIXe siècle. L'une consiste à vouloir neutraliser et compolir le langage scientifique au point que, désarmé de toute singularité propre, purifié de ses accidents et de ses impropriétés, comme s'il n'appartenait point à son essence, il peut devenir le reflet exact, le double méticuleux, le miroir sans bouée d'une connaissance qui, elle, n'est pas verbale. C'est la rave positiviste d'un langage qui serait maintenu au ras de se coincer, un langage tableau, comme celui sans doute auquel rêvait Cuvier. Quand il donnait à la science le projet d'être une copie de la nature, en face des choses, le discours scientifique en serait le tableau. Mais tableau a ici un sens fondamentalement différent de celui qu'il avait au XVIIIe siècle. Il s'agissait alors de répartir la nature. Par une table constante, répartir la nature par une table constante, des identités et des différences pour laquelle le langage fournissait une grille première, approximative et rectifiable. Maintenant, le langage est tableau, mais en ce sens que, dégagé de cette intrication qui lui donne un rôle immédiat classificateur, il se tient une certaine distance de la nature pour en incanter par une propre docilité et en recueillir finalement le portrait fidèle. L'autre souci, entièrement différent du premier bien qu'il en soit le corrélatif, a consisté à chercher une logique indépendante des grammaires, des vocabulaires, des formes synthétiques, des mots. Une logique qui peut mettre au jour et utiliser les implications universelles de la pensée en les tenant à l'abri des singularités d'un langage constitué où elles pourraient être masquées.
il était nécessaire qu'une logique symbolique naisse avec Boulle à l'époque même où les langages devenant objet pour la philologie. C'est que malgré des ressemblances de surface et quelques analogies techniques, il n'était pas question de constituer un langage universel comme à l'époque classique, mais de représenter les formes et les enchaînements de la pensée hors de tout langage. Puisque celui-ci devenait objet de science, il fallait inventer une langue qui fût plutôt symbolisme que langage, et qui à ce titre fût transparente à la pensée dans le mouvement même qui lui permette de connaître. On pourrait dire en un sens que l'algèbre logique et les langues indo-européennes sont deux produits de dissociation de la grammaire générale, celle-ci montrant le glissement du langage du côté de l'objet connu. C'est là le mouvement qui le fait basculer du côté de l'acte de connaître, en le dépouillant alors de toute forme déjà constituée. Mais il serait insuffisant d'énoncer le fait sous cette forme purement négative. Au niveau archéologique, les conditions de possibilité d'une logique non-verbale et celles d'une grammaire historique sont les mêmes. Leur sol de positivité est identique. Leur sol de positivité est identique. La seconde compensation au nivellement du langage, c'est la valeur critique qu'on a prêtée à son étude, devenue réalité historique et consistante. Le langage forme le lieu des traditions, des habitudes muettes de la pensée, de l'esprit obscur des peuples. Il accumule une mémoire fétale qui ne se connaît même pas comme mémoire, exprimant leurs pensées dans des mots dont ils ne sont pas maîtres, les logiant dans forme verbale dont les dimensions historiques leur échappent. Les hommes qui croyant que leurs propos leur obéissent. Nous savons qu'ils se soumettant à ces exigences. Les dispositions grammaticales d'une langue sont la priori de ce que peut s'y énoncer. La vérité du discours est piégée par la philologue. De là, cette nécessité de remonter des opinions, des philosophies,
et peut-être même des sciences jusqu'aux mots qui les ont rendus possibles. Et par là, par-delà, jusqu'à une pensée dont la vivacité ne serait pas encore prise dans le réseau des grammaires. On comprend ainsi le renouveau très marqué au XIXe siècle de toutes les techniques de l'exégèse. Cette réapparition est due au fait que le langage a repris la densité énigmatique qui était la sienne à la Renaissance. Mais il ne s'agirait pas maintenant de retrouver une parole première qu'on y aurait enfouie, mais d'inquiéter les mots que nous parlons, de dénoncer le pli grammatical de nos idées, de dissiper les mythes qui animent nos mots, de rendre à nouveau brillant et audible le part de silence que tout discours importe avec soi lorsqu'il s'énonce. Le premier livre du Capital est une exégèse de la valeur. Tout Nietzsche, une exégèse de quelques mots grecs. Freud, l'exégèse de toutes ces phrases muettes qui soutiennent et creusent en même temps nos discours apparents, nos fantasmes, nos rêves, notre corps. La philologie comme analyse de ce qui se dit dans la profondeur du discours est devenue la forme moderne de la critique. Là où il s'agissait, à la fin du XVIIIe siècle, de fixer les limites de la connaissance, on cherchera à dénouer les syntaxes, à rompre les façons contraignantes de parler, à retourner les mots de côté de tout ce qui se dit à travers eux et malgré eux. Dieu est peut-être moins un au-delà du savoir qu'un certain en deçà de nos phrases. Et si l'homme occidental est inséparable de lui, ce n'est pas par une propension invincible à franchir les frontières de l'expérience, mais parce que son langage le fomente sans cesse dans l'ombre de ses lois. Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire, l'interprétation au XVIe siècle, aller du monde, choses et textes à la fois, à la parole divine qui se déchiffrait en lui, la nôtre, celle en tout cas qui est formée au XIXe siècle, va des hommes, de Dieu, des connaissances ou des chimères, aux mots qui le rendent possible. Et ce qu'elle découvre, ce n'est pas la souveraineté d'un discours premier, c'est le fait que nous sommes, avant
la moindre de nos paroles, déjà dominée et transise par le langage. Étrange commentaire que celui auquel se veut la critique moderne, puisqu'il ne va pas de la constatation qu'il y a du langage à la découverte de ce qu'il veut dire, mais du déploiement du discours manifeste à la mise au jour du langage en son être brut